Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez, un podcast auquel vous pouvez vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, etc. et dont le site paroledhistoire.fr permet de retrouver tous les épisodes, plus de 350 et toutes les références bibliographiques. Pour cette émission, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Pierre-Benoît Roumaniou. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes agrégé docteur en histoire, vous avez travaillé notamment sur Paris et sa banlieue à l'époque moderne, et vous venez de publier au PUF « Traqué, la police parisienne et les protestants en 1685 ». 1685, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Traqué, c'est un titre très fort qui n'euphémise pas ce moment de l'histoire. C'était délibéré de le marquer comme ça en titre. Oui, alors il y a l'idée du verbe à l'infinitif qui indique une action. Et il y a l'idée qu'il ne faut pas euphémiser. Alors le but n'est évidemment pas de condamner ou d'excuser, mais de comprendre et de bien mettre en évidence le fait qu'il s'agit d'une action menée par la police parisienne contre les protestants qui, au lendemain de la révocation, se trouvent dans la capitale et sont donc mis en demeure de se soumettre à cet édit de Fontainebleau qui révoque celui de Nantes. Alors, c'est quelque chose de passionnant dans votre livre, c'est qu'on est en permanence en train de songer à d'autres contextes, en particulier la rafle dite du Veldiv, des contextes contemporains avec la police comme ça qui charge les gens, et en même temps, il ne faut évidemment pas tomber dans l'anachronisme, vous ne le faites pas, vous ne mentionnez pas d'événements contemporains. Du coup, comment on raconte cette histoire sans tomber dans une lecture excessive, comme si, disons, la police de Louis XIV avait l'efficacité méthodique du NKVD ou de la Gestapo ? Ce livre, il est, comme tous les ouvrages, au carrefour de trois éléments. C'était un premier élément bibliographique, il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, donc l'objectif du livre est de combler un manque, en tout cas je l'espère. Le second élément, c'est la documentation qui est mobilisable. Ici, la documentation, elle est produite par l'administration monarchique elle-même. Et donc, si on prend la documentation dans son sens, on est amené à étudier l'action de la police parisienne. Et évidemment, ce travail, je l'ai commencé à l'hiver 2018-2019, c'est-à-dire, et je fais un petit rappel, au moment des manifestations dites des Gilets jaunes, au moment des affaires dites Kras et Benalla, au moment également, vous le savez, où Laurent Joly et surtout, pour l'époque moderne, Jérémy Foa publie son livre sur les massacres de la Saint-Barthélemy. Et donc, ici, il s'agit moins de la question de pourquoi la révocation, qui sature en fait la production historiographique depuis les lendemains de la révocation, que l'interrogation comment la révocation. C'est-à-dire que la révocation est prise comme un point de départ et à partir de là, la police parisienne est chargée de la mettre en place avec les méthodes qui sont les siennes et dans le laps de temps imparti qui est en fait très court. Et ça peut donner lieu à des débordements. Reste à savoir si ces débordements sont prévisibles, voulus par la monarchie, tolérés par elle. Donc c'est toute la question. Et évidemment, comme dans tous les ouvrages d'histoire, c'est une réflexion avec le contemporain. Quand vous êtes en train de dépouiller des archives sur le travail de la police parisienne contre une minorité religieuse dans la capitale et que vous voyez passer des informations dans les médias, quelles que soient ses positions politiques, c'est-à-dire qu'on lise l'Action française ou Lundi Matin, on est bien obligé, ou au moins on est mis en demeure de réfléchir. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ce sont évidemment des contextes différents, aussi parce que l'époque moderne n'est pas une époque de rationalisation totale de l'outil policier administratif, même si vous montrez qu'il y a des éléments qui rendent cette action très efficace, mais il y a quand même des écarts, des décalages par rapport aux contemporains de ce point de vue-là. Il y a évidemment des décalages. L'informatisation actuelle crée un décalage dans l'instantanéité. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'au moins depuis le XVIIe siècle, la monarchie administrative est extrêmement puissante, à la fois pour identifier les sujets, puisqu'il existe ce que nous appellerions aujourd'hui un état civil, c'est-à-dire pour les compter, pour les nommer. Et puis, il existe un quadrillage de l'espace et un personnel policier qui est tout à fait capable de suivre des individus. C'est-à-dire qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, lorsque vous entrez sous un faux nom ou incognito dans la capitale, la police parisienne est tout à fait capable de vous identifier, de vous remonter, de vous suivre, d'envoyer des rapports. Donc, le décalage avec l'époque actuelle existe. Maintenant, on voit des outils se mettre en place avec la lieutenance générale de police qui est créée en 1667 et qui en fait est l'ancêtre de la préfecture de police que nous connaissons aujourd'hui. Alors ça, on va en reparler. Juste avant, je voudrais qu'on contextualise un petit peu avec vous, parce que une des choses qui est très intéressante dans votre livre, que vous montrez très bien dans la première partie, c'est que la décision d'octobre 1685 de révoquer l'édit de Nantes n'arrive pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est quelque chose en fait qui est préparé à bas bruit depuis des décennies. En fait, c'est de plus en plus dur d'être protestant
dans la France de la seconde moitié du XVIIe siècle. Et vous montrez qu'il y a une politique avant la révocation, il y a la réduction. Et il y a le fait que voilà, c'est de plus en plus compliqué de pratiquer sa foi, d'exister socialement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour commencer à rogner les libertés des protestants ? Alors évidemment, de notre point de vue, cette mesure révocatoire, dans le contexte tolérant qui est le nôtre, c'est quelque chose d'étonnant, de rétrograde. Si l'on cherche à se placer quelques minutes dans l'esprit de Louis XIV et dans l'esprit de beaucoup de ses contemporains, leur logique est tout autre. Sur 3 points. Pour nous, la tolérance est une valeur positive. Le mot même de tolérance est positif. Depuis Voltaire, en fait, on est à la période précédente. Le mot de tolérance possède un sens différent, le sens qu'il possède aujourd'hui encore en médecine. Quelle est la tolérance à telle ou telle molécule ? C'est un sens qui est plutôt négatif, et être tolérant au XVIIe siècle, c'est quelque chose qui est mal vu. Bossuet, par exemple, met en avant le fait que la religion catholique est une grande religion puisqu'elle est intolérante. Et dans l'esprit de Louis XIV, l'octroi de l'édit de Nantes de 1598 par son grand-père est une mesure transitoire. Et donc lui, en révoquant cette mesure transitoire, se situe dans son esprit, dans le sens de l'histoire. Le deuxième point, c'est que Louis XIV, il est installé à Paris et à Versailles, donc il a une vision assez lointaine de ce qu'est le protestantisme. Les historiens ont bien étudié les communautés protestantes, qui sont très nombreuses dans le sud du royaume. Louis XIV ne va jamais dans le sud du royaume. Et à la cour de Versailles, il fréquente extrêmement peu de protestants. Il fréquente surtout des anciens protestants, certains qu'il admire, notamment le duc de Montausier ou Turenne. Et donc, pour lui, il y aurait un sens à la conversion des protestants. Et d'ailleurs, les chiffres qui remontent à Versailles ou à Paris sont des chiffres de conversion. Il y a une vision arithmétique des choses qui irait dans le sens d'un royaume qui redeviendrait catholique. Et enfin, troisième point du point de vue de Louis XIV, à la différence de notre époque, il n'y a pas de relativisme religieux, c'est-à-dire que pour Louis XIV, il est comptable devant Dieu de la conversion et du salut de ses sujets, en partie bien sûr, puisqu'il n'est pas un ecclésiastique. Et donc, cette mesure révocatoire s'inscrit dans ce contexte, et on cite souvent le passage de Luc « Fais entrer les gens de force dans ma maison, afin que ma maison soit remplie ». Donc il y a l'idée qu'on peut faire entrer des gens, qu'on peut les contraindre d'entrer pour le festin au royaume de Dieu. Mais alors du coup, ça se traduit par, avant 1685, toute une série de pratiques. Par exemple, les protestants n'ont plus le droit de chanter des psaumes en public. À un moment, on vous dit qu'il y a des restrictions professionnelles. Par exemple, les sages-femmes ne peuvent plus être protestantes parce qu'on craint qu'elles détournent du baptême catholique. Autrement dit, avant même 1685, il y a, disons à bas bruit, des formes de persécution est peut-être un peu fort, mais en tout cas des formes de réduction de l'espace social, des possibilités pour les gens qui sont protestants. Les mesures qui sont prises souvent au Conseil du Roi sont prises sous un titre qui euphémise les choses, qui est l'interprétation à la rigueur de l'édit de Nantes. Dans 3 domaines, il s'agit de favoriser le catholicisme, les manifestations publiques protestantes sont interdites et les manifestations publiques catholiques sont évidemment mises en avant et les protestants doivent s'y soumettre. Il faut aussi, deuxième point, empêcher l'expansion du protestantisme et on abaisse à 7 ans l'âge à partir duquel les enfants protestants peuvent se convertir. Et enfin, comme vous l'avez dit, troisième point, il faut expulser les protestants de la vie sociale et notamment de métiers jugés importants, sages-femmes, qui, on le rappelle, peuvent ondoyer les enfants à leur naissance. Donc il s'agit d'empêcher la reproduction du protestantisme. On a des fermetures aussi d'institutions scolaires. On interdit des métiers juridiques aux protestants. Au passage, je ne pourrais pas faire cette émission et en évoquant l'édit de Nantes sans avoir une pensée émue pour l'élève de seconde qui un jour a mis dans une copie Lady de Nantes, comme Lady Diana, qui est un des grands classiques de l'histoire des perles. Pour revenir à des choses plus sérieuses, ces mesures concernent, vous l'avez dit, des communautés protestantes qui sont pour beaucoup dans le sud de la France, sur un arc de cercle qui partirait de La Rochelle et prendrait comme ça en bande le royaume, le sud du Massif central, pour remonter vers, on va dire, la frontière suisse. Mais il y a aussi des protestants à Paris, avec d'ailleurs un cadre un peu particulier, parce que pour prier, il faut aller hors les murs, parce que voilà, il y a une vie protestante à la fois contrainte mais réelle, avec plusieurs milliers de personnes. Ça ressemble à quoi, avant 1695, cette communauté ? Dans les années 1680, on estime la population parisienne à 500 000 habitants. Et parmi eux,
il y a entre 6 000 et 9 000 protestants. C'est une fourchette et évidemment les historiens eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ce chiffre, mais enfin je vous donne la fourchette. Et effectivement, pour prier, ces protestants doivent sortir de la capitale, marcher ou prendre un bac pour aller à Charenton, qui est en amont de la Seine, qui est à l'est de Paris, où ils ont leur lieu de culte. Autrement dit, il n'y a pas de lieu de culte réformé dans la capitale qui est conçu à l'époque comme une ville qui doit être uniquement avec des églises. Vos précédents travaux avaient porté justement sur Paris et ce qui est en dehors de Paris. Est-ce que c'est en travaillant là-dessus que vous êtes tombé finalement sur cette question du protestantisme, de Charenton? Comment vous en êtes venu à vous poser la question de 1685 et de ce protestantisme au cours de vos recherches précédentes? Alors, l'entrée dans le sujet ne s'est pas faite par des recherches sur la banlieue ou par des questions sur la banlieue que je m'étais posées en thèse. Elle s'est faite grâce à la documentation. Quand on fréquente les archives pour faire sa thèse, on finit par remarquer des dossiers et évidemment on se promet de les traiter un jour. Et j'ai remarqué ce dossier des protestants, pour ceux que ça intéresse, qui sont les manuscrits 7050 et suivants de la Bibliothèque nationale de France dans le fonds français. Et il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai commencé par là. Et je me suis dit, eh bien, après la thèse, je vais leur faire un sort et c'est ce que j'ai fait. Du coup, des manuscrits qui sont sous forme donc, de manuscrits reliés à la BNF, mais qui en fait sont un peu des compilations ou rassemblent une documentation qui émane d'acteurs différents et qui renvoie à l'emprise policière sur Paris qui se densifie dans ces années 1670-80. Oui, alors pour donner la grande date qui est souvent citée, c'est donc la date de la création de la lieutenance générale de police en 1667. Et c'est aussi le moment où se structure les archives de ce qui s'appelle à l'époque des secrétariats d'État et que nous appellerions des ministères. Donc on se met, sinon à écrire, mais du moins à mieux les conserver jusqu'à aujourd'hui dans des fonds particuliers. Et on conserve aujourd'hui les arrêts du Conseil, bien sûr, comme pour la période précédente. On conserve les papiers du lieutenant général de police. On conserve également, juste sous lui, les papiers de commissaire du Châtelet de Paris, dans la capitale. Et dans les échanges entre ces commissaires et le lieutenant de police, on conserve les papiers d'autres policiers qui n'ont pas donné lieu à la constitution d'un fonds archivistique particulier, mais qui permettent, lorsqu'on lit un petit peu la correspondance comme ça, entre deux pages, de se faire une idée de leur travail quotidien. Celui qui est le lieutenant général de police de Paris à cette époque, c'est un personnage tout à fait central, Nicolas de la Reynie. Vous écrivez un moment que c'est un dévot, c'est quelqu'un de très zélé, très, très efficace. Il fait presque penser à J. Edgar Hoover, c'est-à-dire quelqu'un qui a le créateur, pas le créateur, mais disons celui qui a fait du FBI ce qu'il est devenu, d'une petite institution gouvernementale à une sorte d'organisme tentaculaire surveillant tout le monde aux États-Unis au XXe siècle. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose un peu de comparable, c'est-à-dire quelqu'un qui prend en main une institution, qui lui donne une ampleur de plus en plus conséquente, qui recrute de plus en plus de gens. On passe de quelques dizaines à plusieurs centaines, voire milliers de personnes au cours de l'exercice de ses fonctions. Et puis, à travers aussi une série d'affaires où il montre son importance, il montre sa capacité à agir pour la monarchie. On pense notamment à l'affaire des poisons, quelques années avant. Donc, est-ce qu'on peut faire le portrait de ce Nicolas de la Reynie et du rôle qu'il va jouer dans ce dispositif? Nicolas de la Reynie, il s'inscrit dans le XVIIe siècle, c'est-à-dire que jusqu'à la Fronde, c'est cet épisode de la fin des années 1640 et du début des années 1650, le maintien de l'ordre établi dans la capitale est très largement confié à ce qu'on appelle la milice bourgeoise. Il s'agit donc d'une autopolice que les habitants font dans Paris. Ça tient sur le principe qu'il existe une communauté bourgeoise, que les Parisiens se sentent appartenir, quelle que soit leur richesse ou leur statut social par ailleurs, à un même monde bourgeois. Cette idée de communauté, elle explose au milieu du XVIIe siècle et le maintien de l'ordre est assumé par la monarchie elle-même, donc à partir des années 1660. Et celui qui est choisi pour exercer cette police, c'est Gabriel Nicolas de la Reynie, qui naît en 1625, qui est intendant du duc d'Épernon, donc un très grand noble, et qui s'installe dans la capitale à partir des années 1650-1660. Il achète un grand office, il est maître des requêtes de l'hôtel. C'est parmi les maîtres des requêtes de l'hôtel qu'on recrute les intendants, nos préfets actuels en fait. Et il est choisi par Colbert, qui aime bien placer dans la capitale des gens qui ne sont pas parisiens. Donc c'est quelque chose de plus général, mais qu'on voit pour la Reynie. Et
Ce Larénie, au départ, c'est vrai qu'il est lié au milieu dévot. Par exemple, il a une fille qui est au couvent de Sainte-Élisabeth, qui est le tiers-ordre franciscain, qui est l'endroit où les dévots de la capitale mettent leurs enfants. Et petit à petit, il va finir par se détacher. Il va se détacher du Parlement de Paris, qui est la grande cour de justice parisienne, qui assure des fonctions de police. Il va réussir à se détacher un petit peu de Colbert, en passant notamment dans le giron de Louvois au moment de l'affaire des poisons, puisque quand on rentre dans le détail de l'affaire des poisons, les personnes qui sont inquiétées sont en fait des proches de Colbert. Donc derrière ces accusations d'impiété se cachent parfois des règlements de compte politiques, et donc on voit Larénie louvoyer entre différentes fidélités, ce qui est assez commun au XVIIe siècle, et puis finalement il parvient à se tailler un département, celui de la préfecture de police, et il a ses hommes. De la lieutenance. Vous avez dit de la préfecture. Ah, c'est peut-être révélateur. Voilà, c'est le Didier Lallemand ou Laurent Nunez de l'époque. Je vous laisse la comparaison. Est-ce que, de façon plus générale, est-ce qu'on pourrait imaginer que puisque la cour va aller vers Versailles, il faut d'autant mieux tenir Paris ? Est-ce qu'on peut imaginer un lien entre les deux phénomènes ? Est-ce qu'on peut imaginer un lien direct entre les deux phénomènes ? Peut-être pas, mais il est bien clair que Louis XIV avait été contraint pendant la Fronde de quitter la capitale. Oui, il avait gardé un très mauvais souvenir. Il avait gardé un très mauvais souvenir. Jusque dans les années 1680, qui est le moment de réconciliation du roi et de la ville, Louis XIV s'est toujours montré méfiant. Il a fait abattre les fortifications. Symboliquement, c'est très fort. Et donc il y a l'idée que la monarchie doit conserver un pouvoir sur la capitale, doit conserver des hommes forts et doit essayer de se passer de l'intermédiaire bourgeois, si j'ose dire, pour placer une hiérarchie qui va lui obéir le plus possible. Sachant que, vous le montrez aussi, Larénie, c'est quelqu'un donc, qui est un policier, mais ça renvoie aussi à un peu une incertitude au départ. Qui va appliquer l'édit de Fontainebleau, qui va appliquer la révocation de l'édit de Nantes, qui va se charger du sort des protestants. On va revenir peut-être en détail sur ce qui leur arrive et ce qu'ils doivent faire, mais ça pourrait être l'institution judiciaire, ça pourrait être des institutions civiles, des magistrats, voilà, on pourrait imaginer toutes sortes de choses. C'est la police qui va finir par capter, en quelque sorte, cette fonction. Alors comment ça s'est joué ? Oui, ça n'a rien d'évident, parce que lorsque la lieutenance générale de police est créée, elle arrive au milieu de beaucoup d'autres institutions qui existent déjà. Et donc, le lieutenant général doit se tailler un portefeuille à sa mesure, petite ou grande. Et au moment de la révocation, c'est un débat qui agite la très haute administration. Qui va s'occuper des protestants de la capitale ? Alors effectivement, le Parlement de Paris peut s'en occuper, il s'en occupera en partie sur certains éléments. Le lieutenant civil du Châtelet, qui précédemment s'occupait de la police jusqu'au milieu du XVIIe siècle, cherche à s'en occuper, puis très rapidement, on lui dit de s'occuper d'autre chose. Et effectivement, comme aujourd'hui, si vous voulez, lorsqu'une tâche est donnée, on se pose la question de qui doit l'assurer. Cette tâche, c'est celle qui est sous-entendue par l'édit de Fontainebleau d'octobre 1685. Est-ce qu'on peut dire ce qu'il y a dedans ? Parce que c'est une décision, cette révocation par l'édit de Fontainebleau, qui est très contradictoire par certains côtés, parce qu'on interdit aux protestants de pratiquer, mais on leur interdit aussi de partir pour pratiquer ailleurs, pour aller vers les Pays-Bas ou les pays germaniques. Donc en fait, ça place aussi bien les protestants visés par la mesure que ceux qui sont chargés de l'appliquer dans des situations très contradictoires. Qu'est-ce qu'il y a dans cet édit de Fontainebleau ? Alors, cet édit de Fontainebleau concerne une grande partie du royaume, mais pas tout le royaume. Les luthériens d'Alsace ne sont pas concernés par l'édit de révocation. Dans cet édit de Fontainebleau, il est demandé aux pasteurs protestants, donc ceux qui assurent le culte, de choisir entre la conversion et le départ. Donc eux, on les autorise à partir sans problème. En revanche, les sujets sont placés devant trois solutions possibles. Ils sont censés se soumettre au catholicisme, se convertir, si possible rapidement, de manière sincère ou non dans un premier temps. Deuxième solution, ils peuvent ne pas se soumettre et ils deviennent donc clandestins, puisqu'ils échappent à l'enregistrement de tous les actes du catholicisme, la naissance, le mariage et le décès, donc ils n'ont plus d'état civil, ils n'existent pas plus aux yeux de l'État. Troisième solution, ils peuvent chercher à partir, et là, ils enfreignent les ordres du roi, et il peut leur arriver tout un tas de problèmes. Ces problèmes, ils commencent de manière très concrète, puisque dans les jours qui suivent la proclamation de l'édit, le temple de Charenton est détruit. Ses archives saisies. On a quelque chose là qui ne traîne pas du point de vue de la mise en œuvre spectaculaire de cet édit. Oui, c'est ça. La monarchie avait d'abord pensé à attendre que les protestants se réunissent au temple de Charenton, à faire entourer le temple
par des soldats et à faire crier par des habitants de Charenton réunion, c'est-à-dire à organiser une conversion par acclamation. Et puis finalement, comme cette idée s'était un peu ébruitée, on a tout simplement détruit le temple de Charenton. Donc vous arrivez avec des soldats, des commissaires du Châtelet de Paris et des maçons, et vous organisez la démolition du temple. Il s'agit aussi de récupérer les archives, puisque comme je le disais tout à l'heure, ce sont des documents officiels qui permettent de garantir l'identité des sujets. Donc c'est très important pour la monarchie d'avoir les preuves écrites de qui sont ces sujets. Un certain nombre de registres protestants sont d'ailleurs emportés par certains membres de la communauté, et la monarchie ne parviendra jamais à remettre la main dessus. Et ils sont quelque part ces registres aujourd'hui, soit dans des archives lointaines emportées ou qui ont fini par arriver dans des archives françaises? Je l'ignore. Alors ok. Donc avis aux archivistes qui nous écoutent, si vous trouvez un registre protestant saisi en 1685, évidemment ça intéresse. Alors du coup, puisque ces archives ne sont pas entièrement prises par la monarchie et la police a besoin de savoir qui sont les protestants, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et du coup elle entame un véritable travail de repérage, on pourrait presque dire de fichage des protestants. On écoute un de ces documents, donc un rapport remis par un commissaire au lieutenant général de police, lu par Julien Léonard, qu'on salue puisqu'il est maître de conférence à l'université de Lorraine, spécialiste du protestantisme au XVIIe siècle, il a bien voulu se prêter à cette lecture. Louis Gervaise, ci-devant marchand de linge, 70 ans, demeurant rue de Seine, au faubourg Saint-Germain, est d'un esprit médiocre et n'a rien au-dessus de sa condition de marchand. Il a 2 enfants, savoir un fils qui a épousé la fille d'Isaac Mariette, marchand de vin. Ce fils s'est retiré en Angleterre avec sa famille depuis 4 ans. Il y est marchand de linge et est l'un des anciens de l'église de Londres, très zélé pour sa religion. La fille de Gervaise a épousé le sieur Monnier, l'un des fermiers de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Monnier a témoigné il y a environ 1 mois que la considération de son beau-père l'empêchait de se faire instruire. Il s'est séparé depuis d'avec lui, et on croit que le dit Monnier et sa femme se disposent à se faire catholiques. Monnier est un homme d'esprit et contribuerait, s'il le pouvait, à faire de Gervaise, son beau-père, un catholique. Ce qu'on vient d'entendre, ça montre un grand souci du détail. On remercie encore Julien Léonard d'avoir lu ce texte. On entend un grand souci du détail pour savoir qui sont les protestants, où ils se trouvent, quels biens ils peuvent avoir, quel est leur statut social, etc. Les protestants sont intégrés dans une société protestante. Ils ont des liens les uns avec les autres. Donc la police de Paris est d'abord chargée de dresser des listes. Il faut les trouver. Et donc on a dans les archives des listes rue par rue, quartier par quartier des protestants. On s'intéresse d'abord aux chefs de famille. Donc ces premières listes sont des listes de chefs de famille et on peut évidemment imaginer qu'il y a des individus autour d'eux. Et puis la police va chercher également à voir quelles relations ils entretiennent entre eux, c'est-à-dire comment va-t-elle pouvoir se glisser à l'intérieur des relations sociales pour obtenir des conversions. Tel individu est très important dans son quartier, donc éventuellement sa conversion publique pourrait entraîner d'autres conversions publiques. Oui, il y a vraiment une stratégie de si on cible les élites, si on commence par les protestants les plus visibles, le reste suivra. Il y a cette idée. Alors cette idée peut fonctionner. Parfois, certains grands protestants qui sont des marchands parviennent à négocier avec la monarchie et je me convertis, vous gardez ma conversion secrète et comme ça je peux conserver mes relations commerciales. On a aussi l'inverse, si j'ose dire. Mais au fur et à mesure du travail policier, il va y avoir une recherche d'individualisation. Et donc on va s'intéresser aux épouses qui ont un grand rôle dans la religion domestique et puis aux serviteurs, aux enfants eux-mêmes. Et on a des interrogatoires d'enfants qui semblent parfois, quand on lit la documentation, un peu lunaires et voire un peu pénible parfois avec un œil actuel, ces enfants de 7, 8, 9 ans à qui on fait subir un interrogatoire serré alors que le policier sait très bien ce qu'il va écrire dans le procès-verbal avant même de leur avoir posé la première question. Alors c'est très intéressant, c'est effectivement très, très choquant pour notre regard contemporain, mais très intéressant aussi parce que ça renvoie à d'autres situations. On se rend compte que dans ce type de conflit, notamment conflit confessionnel ou conflit identitaire, capter les enfants et faire en sorte que les enfants, entre guillemets, de l'adversaire deviennent les siens. On le voit en partie en Russie et Ukraine aujourd'hui, avec des enfants ukrainiens kidnappés en quelque sorte par le pouvoir russe. On l'a vu beaucoup durant le génocide arménien avec des conversions forcées d'enfants arméniens. C'est un enjeu clé parce que c'est la reproduction du groupe social. Donc s'en prendre aux enfants, entre guillemets, y compris par ces interrogatoires, cette volonté de s'assurer de la conversion des enfants, ça fait partie quand même des éléments clés de ces mesures.
Oui, on a des moments où on fait éclater les familles. On sépare le mari de la femme qui sont enfermés dans 2 endroits différents et on met les enfants ailleurs. Souvent, les jeunes filles sont mises dans des institutions religieuses et les jeunes garçons sont placés dans des collèges. Des collèges évidemment religieux où ils apprennent tout un tas de choses, mais notamment la religion catholique qu'ils n'ignoraient pas totalement, puisque j'ai rappelé les chiffres tout à l'heure, ces réformés parisiens vivaient dans un contexte catholique. Lorsque la conversion se produit, elle est souvent formalisée par l'écrit. Autrement dit, on ne se contente pas d'avoir quelqu'un qui dit « ça y est, je suis catholique » et qui fait oralement une profession de foi. Non, il faut signer un document, une formule, il faut entrer aussi dans ce monde de l'écrit qui enserre de plus en plus les sujets du royaume. Oui, effectivement, on fait signer aux individus une reconnaissance de l'empire du catholicisme sur le monde. Évidemment, ça arrange la police qui, lorsqu'elle compte ces documents, peut envoyer des chiffres tout à fait ronflants à Versailles. Par exemple, en 1686, en février, la Régnie est très fière d'envoyer à son ministre de tutelle qu'il ne reste plus que 46 protestants dans la capitale sur 9000. Ce qui est peut-être pas tout à fait exact. En tout cas, il a les documents qui lui permettent d'avancer les chiffres. Dans l'esprit des individus qui ont signé ce document, qu'est-ce qu'il y a ? Heureusement qu'on ne peut pas le savoir, finalement. Qu'est-ce qu'on fait pour les récalcitrants qui ne veulent pas signer ? Alors les récalcitrants, la police fait du chantage. Louis XIV refuse absolument de faire entrer des troupes de ligne dans la capitale, c'est toujours les vieux souvenirs de la Fronde. La dernière fois que des troupes de ligne étaient rentrées dans la capitale, la milice bourgeoise s'était réunie, on avait tiré des coups de fusil en l'air, etc. Ça avait dégénéré. Et donc on va utiliser le principe des dragonnades qu'on observe dans le reste du royaume, c'est-à-dire du logement de troupes chez les gens. Évidemment, ces troupes qui se comportent extrêmement mal et la hiérarchie ne leur demande pas de bien se comporter. Le but est de mettre la pression. C'est une pratique plus générale de la monarchie. C'est ce que la monarchie fait aussi lorsque des communautés ne veulent pas payer d'impôts. Elle envoie la troupe en logement. Et dans la capitale, il ne s'agit pas de troupes de ligne, mais il s'agit souvent de petits officiers de justice, des sergents, des huissiers. Et souvent, au XVIIe siècle, il faut bien le dire, des pillages de maisons ou d'hôtels particuliers se font autour d'une saisie exigée par autorité de justice. Donc tout ça peut dégénérer, notamment dans un contexte de voisins ou de voisinage catholique. Alors là, évidemment, ce sont des situations qui font un peu penser. Vous l'avez cité aux travaux de Jérémy Foa, notamment le livre Survivre. On l'avait reçu au micro du collimateur avec Alexandre Dublin pour en parler, parce qu'on voit à l'échelle micro, et les documents vous permettent de suivre à l'échelle micro un certain nombre de situations, et notamment aussi de suivre ces intermédiaires de la police, qui sont des informateurs, qui sont des agents officieux, parfois des anciens militaires, donc des gens qui ont une certaine brutalité dans leur pratique. Et en gros, la Régnie, il n'hésite pas à s'entourer de gens assez peu recommandables. On a l'impression qu'un peu tous les moyens sont bons pour faire du chiffre et faire de la conversion de protestants. Il y a 2 éléments dans votre question. Le premier élément, il faut rappeler 2 chiffres. Il y a 500 000 habitants et il y a 48 commissaires du Châtelet. On ne peut pas tenir une ville une ville de 500 000 habitants avec 48 policiers. D'autant que ces 48 policiers ne sont pas forcément tous des fidèles du lieutenant général de police. Donc il faut d'abord s'appuyer sur des commissaires fidèles et ensuite il faut recruter des hommes. Ces hommes, ce sont souvent ce que Michel Foucault appelle des militaires déchargés de la tâche de combattre, des traîneurs de sabre en fait. Ces gens-là peuvent avoir autour d'eux des hommes, faire des filatures, faire des arrestations. Parfois, ils conservent les gens chez eux, ils peuvent les interroger, saisir leurs biens, etc. On peut mentionner peut-être quelques noms. On peut mentionner François Desgrais. Alors, pour ceux qui connaissent la série télévisée, la vieille série télévisée des Angéliques, il est incarné par Jean Rochefort dans cette série. Donc, François Desgrais, qui est un homme de l'Est, qui est un ancien militaire, et qui s'installe dans la capitale et qui est vraiment l'homme de la Régnie. On le voit parce que quand il marie sa fille, la Régnie est le témoin de mariage de sa fille. Donc ça prouve une appartenance dans le réseau de la Régnie. On a aussi un homme qui s'appelle Pierre Osillon, qui lui est un protestant montpelliérain converti. Donc si vous voulez, il connaît extrêmement bien ce monde réformé et donc il va lui aussi, avec des hommes autour de lui qui sont parfois très difficiles à identifier, on a parfois un patronyme seulement, rechercher des protestants, les arrêter, soit les conduire à la Bastille, soit les conduire à Vincennes ou dans d'autres forteresses, au Fort-l'Évêque, au Châtelet, soit les retenir chez lui, soit les mener dans des couvents. Et donc évidemment, ces périodes de détention sont propices, toujours pareil, au chantage, à évidemment le tri de leurs papiers pour essayer de découvrir quels sont leurs proches, quels sont leurs noms, quelles lettres codées ils utilisent pour communiquer avec l'étranger ou pour communiquer avec d'autres Parisiens, où sont les boîtes aux lettres mortes, etc. etc.
Oui, on imagine qu'un séjour à la Bastille est plus propice à la signature d'une déclaration de conversion voilà, que ça peut un petit peu accélérer le processus. Alors du coup, on en vient à une autre partie de votre livre qui est face à ce maillage policier qui se renforce et à ces pressions de plus en plus fortes, il y a beaucoup de protestants qui décident d'émigrer vers ce qu'on nomme le refuge, c'est-à-dire les pays protestants voisins qui peuvent accueillir ces communautés où il y a déjà des gens d'origine française qui sont installés depuis longtemps, et donc déjà des réseaux d'interconnaissance et des possibilités de partir. Cette émigration, c'est pas le cas général, mais vous montrez quand même que c'est un phénomène assez important et important à Paris, parce qu'il y a des Parisiens qui partent, protestants, mais Paris est aussi la ville où passent des protestants en recherche finalement d'émigration. Alors, si on imagine qu'on est un marchand mercier huguenot de La Rochelle qui veut gagner les Pays-Bas, qui a liquidé ses biens, qui a réuni de l'argent, il arrive à Paris, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les étapes? Alors, le marchand de La Rochelle pourrait partir par bateau. Et beaucoup de gens qui habitent en milieu littoral peuvent partir par bateau. Mais on va prendre un Nîmois alors. Un Nîmois. Alors vous êtes un Nîmois, vous pouvez vous diriger vers la Suisse ou vous pouvez remonter vers la capitale. Dans la capitale, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez le contact de quelqu'un qui pourra vous conduire à l'étranger, ou vous avez le contact de quelqu'un qui habite dans la capitale. Et donc immédiatement, vous allez vous tourner vers cette personne-là, qui va vous trouver un logement, qui va éventuellement vous trouver un nom d'emprunt, Et voir des papiers qui en attestent. Voir des papiers, il y a un marché d'achat de papiers qui est assez difficile à documenter, mais dont on comprend bien qu'il existe. Parfois, des prêtres catholiques d'ailleurs écrivent de faux papiers. Ensuite, il faut prendre contact avec des gens qui vont être en mesure de vous faire sortir. Alors là, toutes les solutions sont possibles. Soit vous connaissez des gens à l'étranger qui vont vous conseiller le passeur, soit vous allez chercher à trouver un passeur. Alors, il faut aller dans des lieux fréquentés. L'auberge à la ville de Montpellier, par exemple, est réputée pour être un repère de passeurs, mais évidemment la police y entretient des espions. Donc c'est toujours faire attention à qui on s'adresse. C'est ça, c'est toujours la limite entre se découvrir ou rester caché. Vous pouvez aussi fréquenter certains endroits très passants de la capitale. On pense en particulier à des jardins, on pense en particulier au Pont Neuf. Et là, à la faveur d'un échange, entrer en contact avec quelqu'un. C'est ce qui fait très très peur à la police, puisque ça rend le travail de la police impossible si les gens trouvent un passeur au hasard. Alors il y a dû y avoir évidemment des attrape-nigauds, bien sûr, mais il semble que ça a eu lieu, qu'il y a vraiment des gens qui, en se promenant au Pont Neuf, en entendant un accent régional, etc., entrent en contact et finissent, au cours d'un échange, par se dévoiler et trouver un guide. D'une fois que vous avez trouvé le guide, il faut se mettre d'accord. Il n'y a pas de bénévoles dans ce monde-là, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que la communauté réformée, c'est une communauté, mais il y a aussi beaucoup d'individus qui sont censés se débrouiller eux-mêmes et qu'on ne va pas nécessairement aider. Là encore, une fois, il y a différents prix, il y a différents contrats. Alors tout ça est illégal, on ne peut pas se retourner vers un tribunal pour les faire exécuter. Soit vous acceptez de prendre énormément de risques, c'est-à-dire d'une fois que vous êtes entré en contact avec le passeur, vous dites au passeur « moi je veux passer gratuitement, mais si vous voulez, je vais vous trouver des gens qui vont payer ». Sous-entendu qu'ils vont payer en fait mon voyage, ils vont payer plus cher dans mon voyage. Et donc là, ça vous incite à beaucoup vous découvrir, mais vous pouvez passer gratuitement. Ou alors, vous avez d'autres guides qui facture, si j'ose dire, pas très cher, mais vous êtes obligé d'y aller à pied. Il n'a pas forcément de documents en cas de contrôle des autorités. Il connaît simplement la route, en fait. Ou alors, vous avez des formules, si j'ose dire, beaucoup plus onéreuses, où là, la personne connaît la route, a des papiers pour elle et peut éventuellement vous fournir des papiers, c'est-à-dire de vrais papiers qu'elle a obtenus légalement des autorités monarchiques, mais qu'elle va utiliser faussement. Je donne un exemple tout simple. Cette personne, ce guide, est marié avec une femme dont il est capable de prouver qu'elle a une quarantaine d'années. Et donc ce guide va proposer à une femme qui a à peu près une quarantaine d'années de venir avec lui, et si d'aventure il y a un contrôle, eh bien il sortira ce document qui atteste que cette dame est son épouse, et donc a priori elle pourra passer. Oui, sachant qu'il y a des contrôles à Paris, mais il y a aussi des contrôles aux frontières, parce que c'est des régions où voilà, le roi sait que des gens quittent le royaume, et du coup, les services, notamment du secrétaire à la guerre de Louvois, quadrillent de plus en plus les zones frontalières du nord et de l'est de la France. Effectivement, vous avez des contrôles dans la capitale, vous avez des contrôles
entre Saint-Denis et Paris, qui sont l'endroit où les gens se réunissent, où les gens peuvent louer des chevaux, où les gens montent dans un service de transport. Oui, parce qu'il vaut mieux monter en dehors des murs, là aussi, en dehors des limites de la ville, pour être moins repérable que devant le Pont-Neuf. C'est ça, parce que quand vous allez réserver une place dans un coche, évidemment, ça se fait à l'auberge du Grand Cerf, au nord de la capitale, et la monarchie entretient évidemment des espions, et donc il vaut mieux monter à l'extérieur de la capitale, où il peut y avoir évidemment des contrôles. Ce qu'on observe quand on a des cartes ou des indications, moins des cartes que plutôt des indications de lieux, c'est que les contrôles se font dans Paris, donc il faut être très précis quand on cherche à sortir dans Paris, dans la plaine de France, mais entre la plaine de France et les frontières du nord-est, il semble que ce soit plus simple de se déplacer, et d'une fois que vous commencez à arriver proche de Lille, les contrôles peuvent être beaucoup plus importants, et là il faut être évidemment plus caché, ou alors il faut être prêt à sortir ses papiers. Et toujours pareil, vous avez des passeurs qui ont des contacts chez les militaires, donc il faut savoir quand est-ce que telle troupe est stationnée à tel endroit, parce que vous savez que l'officier vous laissera passer, ou alors vous êtes en contact avec un paysan qui connaît extrêmement bien le secteur et qui peut vous faire passer la rivière à gué à tel endroit à telle heure, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de patrouille, etc., etc. Dans tous ces passages du livre, il y a un enjeu en filigrane qui est très intéressant, c'est l'enjeu de l'argent, puisque souvent, vous l'avez dit, ça coûte cher de trouver un passeur, de prévoir toutes les modalités du voyage. Et donc, on a tendance à dire, les riches protestants ont pu partir plus facilement que les pauvres, et vous montrer que c'est un peu plus compliqué, notamment parce qu'il peut aussi y avoir un savoir-faire de la mobilité chez les gens plus modestes, des gens qui étaient des travailleurs saisonniers, par exemple, qui connaissent la route, qui connaissent ses dangers, qui savent, savent mieux se débrouiller que quelqu'un qui n'aurait jamais quitté son hôtel. Donc cet enjeu des riches et des pauvres, comment l'historien le lit dans les sources ? Alors cet enjeu des riches et des pauvres, ça fait partie des questions, si vous voulez, de base, si j'ose dire, qu'on pose à la documentation. Qui part ? Bon, ce qui est bien clair, c'est qu'il faut avoir des capacités pour bouger. C'est ce que les géographes appellent la motilité. Quelqu'un qui serait un travailleur saisonnier, qui a l'habitude d'aller travailler tous les ans aux Provinces-Unies, il connaît la route, il connaît des auberges, il est connu dans les auberges, et donc il est avantagé par rapport à un gros laboureur, par exemple, qui vendrait ses bêtes et son train d'attelage, qui aurait une forte somme de numéraire dans les poches, mais qui est incompétent, si vous voulez, pour prendre la route des Provinces-Unies. Donc, on voit, si vous voulez, se mettre en place différentes capacités de circulation, et l'argent vient à l'intérieur de cela. Vous avez des gens qui sont capables de partir tout seuls, qui échappent en partie à la police, évidemment, parce que lorsque vous n'informez personne que vous allez commettre un délit, la police est incapable de le prévoir. Donc il y a des gens qui se passent sous le radar documentaire, tout simplement, il faut bien le dire. Mais évidemment, pour les autres, il y a des échanges d'argent. Le problème à cette époque, si j'ose dire, c'est que le numéraire est parfois difficile à trouver dans la France de cette époque, donc il faut soit une concentration de numéraire pour payer le guide, soit des reconnaissances de dettes, des gens qui vont vous avancer de l'argent, des lettres de change ensuite que vous allez renvoyer. Parfois les ambassades étrangères, les ambassades de pays protestants à Paris, peuvent aider financièrement quelques protestants à quitter le royaume également. On a évoqué les persécutions et conversions relativement forcées, on a évoqué les départs. Peut-être qu'il faut évoquer pour terminer une forme de maintien très discret du protestantisme dans la capitale, avec des pasteurs qui sont partis mais qui reviennent, avec des gens qui ont déguisé leur appartenance, avec des nouveaux catholiques, entre guillemets, dont on n'est pas sûr qu'ils le soient parce qu'ils sont convertis mais continuent d'être suspects. Vous évoquez aussi le fait qu'il y a des ambassades étrangères qui ont des chapelles protestantes, et il y a des protestants qui peuvent s'y rendre. Il n'y a plus de lieux de culte protestants dans Paris et ses alentours, mais il reste ces lieux, l'extraterritorialité en quelque sorte du protestantisme. Donc il y a un paysage finalement qui est, après, en 1686 on va dire, qui est un peu plus complexe là aussi qu'une éradication totale qu'avait imaginé la monarchie. Assez rapidement, la monarchie se rend compte que les papiers qu'elle a fait signer, oui, je jure que je suis désormais catholique, sont parfois des mensonges. Et donc que des gens, au fond de leur cœur, restent profondément attachés à la religion réformée. Et ces fidèles réformés cherchent à pratiquer leur culte dans la capitale. Ils ont, si j'ose dire, plusieurs possibilités. Ils peuvent se rapprocher des chapelles d'ambassade, effectivement, notamment d'ambassade de Hollande ou de l'ambassade d'Angleterre, qui entretiennent finalement dans leurs locaux un culte. Alors un culte qui n'est pas forcément calviniste,
pour les Anglais, qui peut être anglican. Et donc on va voir aussi des nouveaux convertis parisiens suivre un culte anglican. Donc dans quelle mesure ils restent calvinistes, on voit les choses changer dans ce cas précis. Évidemment, ils ont l'interdiction de fréquenter ces chapelles d'ambassade. La police entretient évidemment des informateurs en face de l'entrée de l'ambassade qui les renseignent. Vous avez également des pasteurs qui sont partis au moment de la révocation, mais qui ensuite refont des passages en France, notamment, mais pas seulement, par la capitale, et qui, eux aussi, partent avec des listes de gens qu'ils peuvent contacter et cherchent à organiser des prières, des sermons, distribuer des ouvrages, etc. Donc ça permet de maintenir un semblant de culte. Maintenant, sont vraiment des pratiques de loin en loin, et on voit se défaire, si vous voulez, en partie ce culte réformé au lendemain de la révocation qui disparaît pas totalement. Et avec cette quasi-disparition des pasteurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des hommes charismatiques qui se développent au sein de cette communauté réformée. Je pense notamment à Edmé Roger, qui est un ancien catholique qui, lui, est passé au protestantisme et qui, chez lui, dans la capitale, accueille des gens, fait des lectures avec eux, les met en contact avec des guides, leur fait un peu de catéchisme réformé, si vous voulez. Et lui, il ne prétend pas faire la scène comme le ferait un ministre protestant, mais il essaye de maintenir une vie cultuelle réformée, évidemment de manière tout à fait cachée, et puis on le sait, évidemment parce qu'il s'est fait arrêter. Il y a un document extraordinaire, page 245 dans votre livre, qui révèle cet entre-deux, cette incertitude, y compris confessionnelle, de ces années. C'est le testament en janvier 1686 de Marie Payen, qui est une protestante qui a entamé sa conversion et qui dit dans son testament « Je veux être enterrée, mais je ne sais pas exactement comment. Si à la date de ma mort, j'ai déjà abjuré le protestantisme, ce sera de manière catholique. Sinon, on verra en gros. » Alors là, c'est très très frappant comme texte. Oui, alors c'est une chercheuse qui s'appelle Diane Roussel qui m'a dit « Il faut absolument que tu aille voir les testaments, voir s'il y a des testaments de protestants dans les archives des notaires, parce que c'est vraiment décisif, et donc j'en profite ici pour la remercier. Évidemment, ça n'a pas été une pêche miraculeuse, ça a été très long, mais j'ai trouvé quelques testaments. Alors c'est toujours pareil, ces testaments, ils sont difficiles à interpréter dans le sens où les notaires de Paris, et les notaires en général, n'ont pas le droit de faire des actes contraires à la loi. Et donc à partir du moment où le protestantisme est révoqué, ils ne peuvent pas ouvertement faire un acte en disant « Monsieur Machin ou Madame Machin est protestante ». Donc ces testaments sont difficiles à interpréter, mais celui que vous citez de Marie Payen est très très beau parce qu'on voit cet entre-deux. Évidemment, dans les testaments, on peut suspecter du protestantisme à cette époque lorsque la personne qui teste ne demande pas de lieu de sépulture. Et donc là, on peut imaginer qu'il s'agit de quelqu'un de protestant. Vous citez à plusieurs endroits Michel Foucault, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le XVIIe et il s'est aussi beaucoup intéressé à la question évidemment du pouvoir et de la domination et la façon dont le pouvoir saisit les individus. Est-ce que c'était une lecture importante pour votre travail ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs Michel Foucault quand on travaille dans les archives et qu'on est moderniste. Il y a le Michel Foucault des livres stratosphériques des années 60 et 70, je pense à son livre sur l'enfermement, je pense aux mots et aux choses. Alors évidemment, toutes ces réflexions sont très intéressantes, mais elles sont éloignées de la petite documentation policière. Mais on l'oublie parfois, et ces documents sont désormais publiés, c'est que certains cours au Collège de France de Michel Foucault porte précisément sur la police du XVIIe siècle, et on voit, ça n'étonnera personne, qu'il est très sagace. C'est-à-dire qu'avec 2 mauvais documents, il fait une analyse assez lumineuse. Alors il ne s'agit pas de dire Michel Foucault avait raison sur tout, Michel Foucault avait tort sur ceci et cela, ça serait complètement ridicule en fait. Mais il s'agit de voir ce qu'on peut en faire, et notamment la place des militaires dans l'appareil policier parisien, mais pas seulement. Il l'a bien vu. Il a bien vu ça, et c'est vrai que ça permet de penser la relation entre les militaires et la police au XVIIe siècle qui est forte. Est-ce que c'est un révélateur pour vous de l'absolutisme ? C'est évidemment un terme qui a été extraordinairement discuté dans l'historiographie, mais est-ce que ce moment 1685, pour vous, ça peut s'inscrire dans ce qu'on a appelé l'absolutisme et la monarchie absolue ? Alors c'est vrai que l'absolutisme, c'est un mot qui n'existe pas sous l'Ancien Régime. On parle de monarque absolu au sens de délier des lois. Ce qui est bien clair, c'est que
la puissance de la monarchie à partir de Louis XIV, notamment de manière administrative, est très importante. Et que pour identifier les individus, pour agir sur eux, pour les enfermer, l'appareil étatique a les moyens de le faire. Évidemment, quand on pense à absolutisme, on pense aux ordres du roi, c'est-à-dire le roi, et en l'occurrence en fait les ministres, qui envoient des ordres pour arrêter des gens. Alors ces ordres, ils commencent par de par le roi, donc ça s'appelle des ordres du roi. Les lettres de cachet au XVIIe siècle, c'est peut-être un peu différent, c'est ce que nous on pourrait nommer parfois des circulaires administratives, donc c'est un terme qui est, je pense, à éviter pour le XVIIe siècle au moins. Et effectivement, on voit le côté au-dessus des lois ou délié des lois, parce que en dehors de toute procédure de justice réglée, vous maintenez des gens en détention. Alors il faut imaginer que c'est tout type de gens, c'est-à-dire que le grand noble qui a fait une bêtise à la cour, on peut l'envoyer 15 jours réfléchir à la Bastille. Alors là, évidemment, ce ne sont pas des militaires qui viennent le chercher. Le roi lui envoie une lettre: mon cher cousin, je vous prie de venir me rendre visite dans la forteresse de la Bastille. Donc il est puni, il va au coin. Mais ça peut arriver à tout un tas d'autres personnes. Notamment, ça arrive à quelques protestants dits opiniâtres à cette époque qui ne veulent absolument pas se convertir, ou alors des pasteurs qui sont partis et qui reviennent, qui ont donc trahi la confiance du roi qui leur avait permis de partir. Et donc là, on les regroupe dans les oubliettes du XVIIe siècle. Alors les oubliettes du XVIIe siècle, c'est les mettre très loin. Donc on les envoie notamment aux îles Sainte-Marguerite, à Casals, à Pignerol, à Loches, etc. Et on voit, il y a notamment celui qui s'occupe des îles Sainte-Marguerite, qui s'appelle Saint-Marc, qui, quand il voit arriver, on lui envoie tous ces pasteurs protestants. Au début, il est très étonné, ces hommes se plaignent parce qu'ils chantent des psaumes toute la journée et toute la nuit. Donc il se relaie pour chanter les psaumes. Donc il écrit à son ministre: on n'en peut plus, ils chantent des psaumes tout le temps. Donc le ministre dit: changez-les de cellule, vous les mettez à l'opposé de là où dorment vos hommes. Ensuite il renvoie et dit: oui, mais maintenant ils écrivent les psaumes sur la vaisselle. Il dit: alors vous leur donnez la vaisselle pour manger, puis ensuite vous reprenez la vaisselle, etc. Mais voilà, on peut les maintenir très loin. Et alors là, il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire que soit il meurt en détention, on attend qu'il meure. Ça peut durer des années. Alors les conditions de détention sont très dures, donc souvent ça dure pas très longtemps. Soit finalement, de guerre lasse, la monarchie peut les chasser. Et on voit en 1688 par exemple que les opiniâtres, on voulait absolument les garder, on voulait absolument les convertir, et finalement on finit par leur donner ce qu'ils cherchaient depuis 1685, c'est-à-dire qu'on les renvoie en direction des frontières de l'Est. Vous avez cité Loches, c'est un donjon très intéressant à visiter, notamment parce qu'il y a des graffitis de gens qui ont été détenus. Alors je ne sais pas si c'est des protestants en particulier, mais voilà, c'est toujours assez touchant d'y aller pour se rendre compte de ça, de ces conditions d'enfermement. Merci beaucoup Pierre-Benoît Romagno. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ? Oui, j'ai pensé à un livre, étant enseignant dans le secondaire et menant en parallèle des recherches. J'ai pensé à ce grand monsieur, sans doute un des plus grands auteurs français vivants, qui s'appelle Pierre Bergogneau, et qui raconte dans ses carnets de notes à la fois sa vie professionnelle, sa vie conjugale, mais aussi sa vie de grand auteur. Et j'ai été particulièrement intéressé par tous les carnets de notes, mais par la période 85-2000, c'est-à-dire le moment où il publie ses grands livres, d'abord chez Gallimard, puis chez Verdier. Donc je recommande chaudement les carnets de notes de Pierre Bergogneau que Verdier publie religieusement tous les 5 ans maintenant. Merci. La solidarité des gens dont le nom se termine en new, qu'on aura remarqué, le lobby. Les patronymes du Sud. Le lobby auvergnat. Exactement. Toujours alors aussi... Bergogneau, il est plutôt limousin. Bon, toujours aussi puissant. Merci beaucoup Pierre-Benoît Romagno. Je rappelle Merci le titre de votre livre: Traquer la police parisienne et les protestants 1685 au PUF. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.